Il n'y a pas un Bénin pour l'UP, le renouveau, un Bénin pour BR et un autre Bénin pour les démocrates. Le président Patrice Talon, en fin de son second et dernier mandat, semble décidé à maintenir le Bénin dans la servitude et l'asservissement. La Constitution révisée de novembre 2019, la Charte des partis politiques et le statut de l'opposition autorisent-ils un maire à interdire une manifestation d'un parti politique régulièrement constitué? Bien au contraire, de façon constante, tous ces instruments juridiques consacrent la liberté d'expression et surtout garantissent le rôle des partis d'animer la vie politique. Comment un parti politique peut-il animer la vie politique si de manière systématique et curieusement discriminatoire, ces manifestations sont arbitrairement et parfois crapuleusement interdites sans justification? C'est ainsi que, le samedi 25 janvier 2025, à Adjagbo, une manifestation de mouvement Dave Asuka, affiliée au parti Les Démocrates, devant se tenir sur un lieu privé, a été interdite par les autorités locales qui ont déployé les éléments de la police républicaine. En exécution de leurs obligations régaliennes, les députés du parti Les Démocrates, élus de la 6e circonscription électorale, ont prévu une réduction de compte au quartier Tankpe dans la commune d'Abomey-Calavi le dimanche 9 février 2025. À la grande surprise de tout le monde, la manifestation a été interdite, sans aucune motivation. Dans la commune de Waké, département de la Donga, la tournée de reddition de comptes du député Nourenou Achadé, prévue pour se tenir sur les lieux publics précédemment identifiés et notifiés à l'administration communale, a été empêchée in extremis pour des subterfuges raisonnablement intenables. Conformément à la charte de décembre 2020, son récépissé définitif d'existence légale est aujourd'hui crédité de 28 députés qui siègent à l'Assemblée nationale. N'est-ce pas une obligation légale pour le député de rendre compte au mandant par le biais des séances de reddition de comptes? Malheureusement, ces séances sont interdites sans motif par des autorités locales qui se servent abusivement de la police républicaine comme le bras armé de l'UPR et du BR. La Constitution dispose que les partis politiques concourent à l'expression du suffrage et animent la vie politique. Comment concourir à l'expression du suffrage lorsqu'on est empêché d'entrer en contact avec les populations et les militants? Mesdames et messieurs les journalistes, pendant qu'il est interdit aux députés du Parti Les Démocrates ainsi qu'aux militants d'animer la vie politique, il s'observe une politique du deux poids, deux mesures. En effet, les partisans du chef de l'État se pavanent à l'intérieur du pays, qui pour vanter les mérites du régime de la rupture, qui pour jeter de l'opprobre sur l'opposition, qui d'autre pour demander un troisième mandat inconstitutionnel au profit du président Patrice Talon. À ce propos, les autorités judiciaires devraient se saisir de ces violations publiques de la Constitution notoirement constitutives de troubles à l'ordre public. En tout état de cause, que cela soit entendu et retenu. Aucune menace, aucune intimidation, aucune interdiction et surtout aucun état policier n'empêchera le peuple béninois de reconquérir sa liberté à l'issue des élections générales de 2026. Le Parti Les Démocrates emporte la caution et exhorte le peuple à se tenir vaillamment mobilisé pour prendre son destin en main. Le Parti Les Démocrates demande au chef de l'État de rappeler à l'ordre les maires, les préfets et la police républicaine pour que cessent au plus vite ces actes de violation de nos libertés fondamentales. Cotonou, le 11 février 2025.
Je dirais bien, rien n'est tard par rapport au lien qui est entre le Bénin et le Niger. Le chef de l'État béninois a déjà tout dit pratiquement. Si notre représentation qui se trouve au Niger vient demander pardon à ce même peuple nigérien, je demande que le pardon soit reçu. Même si le pardon est autre chose chez certaines personnes. Maintenant, avec le pardon demandé par notre ambassadeur, je lui dis ceci. Le pardon ne suffit pas seulement pour le moment. Il n'a qu'à faire d'autres actions, prouvant que le Bénin a vraiment la bonne foi de tout ce qu'il y a comme crise se taise entre le Bénin et le Niger et que la coopération qui existait entre nous continue. Il faut voir les anciens présidents Nicéphore Dieudonné Soglo et Yahi Boni qui ont été, et malgré ça, bon, les histoires favorables ne sont pas connues. Le président Tiani a compris, mais il n'a pas confiance totalement à notre au Bénin. Donc, mais l'ambassadeur du Bénin est quelque part allé témoigner l'affection du Bénin et à la population nigérienne à ce que Tiani quand même mette cela maintenant en pratique, c'est-à-dire accepte notre pardon. C'est une manière d'alléger, c'est une manière d'amoindrir la situation pour que le président Tiani sache que le Bénin n'est pas là pour détruire son État. Nous sommes des frères. Moi, je vois que Tiani, c'est un homme courageux. Il n'a qu'à voir le bâton et voir l'enfant travailler dans le sens de conjuguer les efforts pour que les relations reprennent. C'est une très bonne chose. C'est courageux. L'Afrique doit revenir. Le peuple africain, on doit prendre notre destin en main. Et c'est ça que Tiani a commencé. Et on nous soutenons. C'est une très bonne chose. En parlant d'action, c'est permettre à l'ambassadeur de regarder sur le terrain. Tel est le terrain au Niger aujourd'hui. Et de continuer ces actions. Et pour qu'on vraiment on aboutisse à l'ouverture de la frontière et que nous vivons Niger-Bénin en paix tel que nous sommes. Parce que, excusez-moi, madame la journaliste, ça crée beaucoup d'ennuis. Beaucoup d'ennuis. Faites un tour au nord, vous allez comprendre que cette fermeture est en train de faire des dégâts. Donc, pour nos frères qui sont dans le commerce, qui sont dans le transport, Bénin, Niger, commerçants Niger, chacun se retrouve en paix. Je dis bravo à notre ambassadeur, mais je lui dis de ne pas s'arrêter tout près. Alors, calmer la situation, ce n'est pas évident, mais démarrer un processus de solution par rapport à cette crise, c'est déjà un grand plus. Pourquoi? Parce que pour calmer la situation, il faut déjà que les deux présidents, bien plus que se rencontrer, arrivent à s'entendre sur un certain nombre de principes. Et ce n'est pas gagné d'avance. Pourquoi? Parce que chacun d'eux reste cramponné sur sa position. Quand vous écoutez l'intervention du président Tshisekedi à la veille même de cette rencontre qui avait été prévue, ou du moins ce qui a été prévu, il est clair qu'il est prêt à en découdre avec le M23 et naturellement qu'il considère l'attitude du Rwanda comme une déclaration de guerre et il a estimé qu'il était prêt pour la guerre. De l'autre côté du Rwanda, dans une interview bien avant même que les hostilités ne reprennent, le président Kagame a fait savoir que le Rwanda était prêt à tout pour défendre les intérêts du Rwanda. Et donc vous constatez que les deux parties ont de bonnes raisons
de part et d'autre pour rester dans une dynamique de défense et donc de combat jusqu'à ce que raison vienne à l'autre partie, c'est-à-dire au vis-à-vis. Donc il faut plus qu'une rencontre pour permettre à la situation d'être calmée. Il faut l'ingéniosité des acteurs de cette rencontre et pas acteurs de cette rencontre. Nous avons ceux de l'EAC, Eastern Africa Community, et de la SADC, Southern Africa Development Community. Si les autres chefs d'État n'arrivent pas à trouver le moyen le plus approprié pour montrer à chacun de ces deux protagonistes qu'ils ont intérêt à calmer la situation et à trouver une solution pérenne, je pense qu'on est loin de voir la situation se calmer puisque c'est l'opportunité pour l'une et l'autre partie d'en découdre définitivement. Notifier que l'objectif de ce sommet conjoint entre ces deux organisations régionales, c'est bel et bien un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel, et cela est affilié à certaines clauses ou à certains souhaits afin que cela soit réellement possible. Il s'agit notamment du rapatriement des morts et des blessés, donc de certaines victimes du conflit, et aussi la réouverture de certaines routes et de l'aéroport de Goma notamment, et ce qui aura bel et bien un impact humanitaire puisque avec cela, cela permettrait à tous les acteurs en présence de pouvoir faire acheminer l'aide humanitaire pour les victimes donc, de ce conflit. Et par la suite, on pourrait dire qu'il y aurait un impact par rapport à ce sommet qui a eu lieu parce que à la fin de ce sommet des rencontres, il a été prévu que 5 jours, dans un délai de 5 jours, les chefs d'état-major des États de chacune de ces organisations puissent s'asseoir et proposer un plan de sécurisation pour la région. La présence déjà des deux belligérants pourra permettre à beaucoup d'autres États de leur apporter un soutien, puisque déjà qu'on voit qu'ils sont déjà prêts à négocier, qu'ils sont prêts à apporter un règlement pacifique à ce différend, ça va motiver d'autres États à pouvoir les soutenir dans cette lancée-là. Alors, votre question est un élément de plus pour confirmer qu'on n'est pas prêt de sortir de l'auberge, même avec cette rencontre, puisque vous avez déjà un État comme l'Afrique du Sud qui est très important sur le plan géostratégique dans cet espace de l'Afrique, qui s'est positionné déjà par rapport à l'attitude de l'un des protagonistes. Il s'agit là du Rwanda, et l'Afrique du Sud ne se positionne pas juste en soutien à la RDC, mais se positionne surtout parce qu'il y a des soldats sud-africains qui ont payé le prix de leur vie pour défendre les intérêts dans une perspective de multilatéralisme vis-à-vis d'une situation qui est considérée comme situation pouvant conduire à une crise sous-régionale. Depuis ces derniers jours à Goma en RDC, des milliers de déplacés quittent les camps sous la pression des rebelles du M23. Au camp de Boulengo, l'un des plus grands sites de déplacés de la région, hommes, femmes et enfants rassemblent ce qu'ils peuvent sans savoir où aller. Je ne sais pas si nous allons nous en sortir. J'ai des enfants et à ma grande surprise, on nous a demandé de partir alors que je n'ai rien à leur donner. Tout ce que vous voyez ici, près de moi, nous étions tous ensemble dans le camp de Boulengo et nous partons aujourd'hui tous sans aucune aide. Tout ce que nous voulons, c'est la paix, rien d'autre. Nos maisons ont été détruites par les bombes et nous n'avons nulle part où aller. Nous souffrons énormément. Il vaudrait mieux nous laisser ici, même si nous n'avons pas de nourriture, au moins nous avons un abri. Depuis la prise de Goma par le M23, la situation humanitaire s'aggrave. Cependant, les déplacés refusent de retourner dans leur village, redoutant l'insécurité. Un message très important aux autorités, aux autres acteurs, à tout le monde concerné de s'assurer qu'on garde en tête que tout mouvement de population,
ça donne opportunité d'augmenter la vulnérabilité de cette population et aussi les populations résidentes. Alors on généralise une vulnérabilité quand il y a une augmentation de nombre de personnes. C'est extrêmement important qu'on s'assure, qu'on garde en tête qu'un mouvement subit d'une population, ça peut aggravir la crise humanitaire qui est déjà en cours. À Goma, la tension reste forte. Sans solution concrète pour reloger les déplacés, l'évacuation des camps risque de précipiter des familles dans une précarité encore plus grave. Kizza Besigye, opposant politique ougandais, a entamé une grève de la faim. Il proteste contre sa détention qui dure depuis près de 3 mois. Âgé de 68 ans, il est accusé de possession illégale d'armes et de tentative d'achat d'armes à l'étranger. Des accusations qu'il conteste catégoriquement. Il a été arrêté après avoir été enlevé au Kenya et renvoyé de force en Ouganda. Son procès, initialement prévu en janvier, a été reporté sans explication. Kizza Besigye est une figure politique en Ouganda. Il a été candidat contre le président Yoweri Museveni lors de 4 élections. En 2005, il avait été arrêté pour trahison et viol avant d'être acquitté. Il a été interpellé à plusieurs reprises ces dernières années. En Ouganda, les tribunaux militaires jugent souvent des civils. La Cour suprême a récemment déclaré cette pratique illégale, mais le gouvernement souhaite contester la décision. Sa grève de la faim intervient dans ce contexte. Selon ses proches, son état de santé pourrait se détériorer s'il poursuit son mouvement. Neuf cas d'Ebola ont été enregistrés en Ouganda. L'épidémie a ressurgi le 30 janvier dernier. Dans la foulée, le pays a lancé une campagne de vaccination moins d'une semaine après l'apparition du virus au Soudan, à l'origine des cas. Environ 2000 doses d'un vaccin fourni par l'initiative internationale pour le vaccin contre le sida ont commencé à être administrées à travers le pays. Sur les cas confirmés, au moins une personne est décédée selon le ministère ougandais de la Santé. 7 autres sont sous surveillance dans un hôpital de la capitale Kampala. En 2022, une épidémie d'Ebola provoquée par ce même virus avait touché l'Ouganda, qui avait entrepris avec l'Organisation mondiale de la santé la réévaluation d'un vaccin test. Ebola se propage entre humains par contact direct avec des fluides corporels et des environnements contaminés. Les femmes déplacées en République centrafricaine sont particulièrement vulnérables. Dans ce centre de Bimbo, elles trouvent une assistance après avoir subi des violences. Prise en charge médicale, soutien psychologique, orientation vers les services adaptés. Ici, tout est mis en place pour répondre aux urgences. Ici, dans notre organisation Olivier Homme de Galilée pour le développement social, ce que nous on fait ici, quand une femme arrive chez nous, si c'est une femme victime d'agression physique, ça veut dire qu'il y a les coups et les blessures. La femme arrive ici chez nous. Nous, on la prend. Ce que nous on fait, on identifie la personne. Et s'il y a les coups et les blessures, il y a les douleurs que la femme ressent, rapidement, on réfère au côté sanitaire. Mais cette prise en charge dépend des financements. Sans eux, des milliers de femmes victimes de violences risquent d'être laissées sans aide. Mais si le financement est arrêté, ça veut dire que nos femmes et nos filles qui sont victimes ne seront plus prises en charge. Et si elles ne sont pas prises en charge, vous voyez la répercussion sur le bien-être d'abord de la personne, sur la population et également sur l'État. Dans un pays marqué par l'instabilité, l'insécurité aggrave les risques pour les femmes et les filles déplacées. L'accès aux services essentiels devient un défi quotidien. La République dominicaine poursuit les expulsions massives d'Haïtiens. Lundi, au moins 500 personnes descendues de ces camions ont franchi le poste frontalier séparant les deux pays. Il s'agit des premières personnes expulsées ce 11 février.
Ils nous ont pris très tôt le matin. Ils m'ont attrapé aussi. Que vous a dit la police? Ils m'ont dit que je faisais trop la fête, je buvais avec des amis, c'est tout. Plusieurs ONG dénoncent un nombre en forte hausse de violations des droits de l'homme, allant des perquisitions au profilage racial, en passant par l'expulsion de mères allaitantes et de mineurs non accompagnés. Je leur ai montré une photo de mon fils. Ils m'ont dit qu'ils ne voulaient pas. Je continue à montrer la photo du gamin, ils me disent qu'il n'est pas là. Ils l'ont expulsé sûrement. L'enfant ne sait pas où aller. Il est né en République dominicaine. Je suis sa mère, j'ai un permis de résidence et son père également. Alors pourquoi ils ne l'ont pas libéré? Au moins 276 000 Haïtiens ont été expulsés de la République dominicaine par la Direction générale des migrations depuis 2024. Selon l'UNICEF, plus de 1000 enfants non accompagnés ont été forcés de quitter le pays. Seulement 786 d'entre eux ont retrouvé leur famille. La Suisse et le Japon ont restitué à l'Irak plusieurs objets anciens. Au cours d'une conférence de presse, le ministre des Affaires étrangères a dressé un inventaire de ces œuvres récupérées. Certains de ces objets, comme les peintures texturées, avaient été prêtés à une mission archéologique japonaise qui avait travaillé dans le pays dans les années 70. Nous commençons cette année avec la récupération de la statue du dieu du soleil, Maran Shamash, et de rares peintures murales du 8e siècle avant Jésus-Christ appartenant à la civilisation assyrienne, ainsi que plusieurs peintures texturées des grottes anciennes d'Altar Kabarla, empruntées par la mission japonaise travaillant dans ces grottes en 1975. Ces objets viennent de la Mésopotamie, une région historique du Proche-Orient, considérée comme le berceau de la civilisation et située en grande partie sur le territoire de l'Irak. De nombreuses œuvres irakiennes avaient été pillées au cours de décennies de guerre et d'instabilité. La récupération de cet important patrimoine culturel est le résultat des efforts diplomatiques du ministère des Affaires étrangères et en particulier du département juridique, du personnel des ambassades de la République d'Irak à Tokyo et à Berne et des institutions concernées au Japon et en Suisse. En mai 2024, la Suisse avait restitué à l'Irak 2 grands reliefs assyriens datant du 8e siècle avant Jésus-Christ, provenant du site archéologique de Nimrud Kalou et un buste royal. Donald Trump promet de taxer dès le 12 mars prochain l'acier et l'aluminium étrangers. Le président américain accuse la Chine d'exporter son acier vers les États-Unis via Mexico. Cette taxe de 25% touchera cependant même les pays qui bénéficiaient d'une exemption, notamment le Mexique. Se sentant menacés, l'Europe promet une riposte. J'ai déjà évoqué les tarifs douaniers américains qui menacent notre acier et l'aluminium. Si les États-Unis ne nous laissent pas d'autre choix, l'Union européenne réagira de manière unie. En tant que plus grand marché du monde, avec 450 millions de citoyens, nous avons le pouvoir de le faire. J'espère toutefois que nous serons épargnés par la mauvaise voie des tarifs douaniers et des contre-tarifs. En fin de compte, les guerres commerciales sont toujours synonymes de perte de prospérité pour les deux parties. Lors de son premier mandat, Donald Trump avait imposé des droits de douane de 25% sur l'acier et de 10% sur l'aluminium. Ces mesures avaient ensuite été levées pour beaucoup par lui-même. Alors que le président Donald Trump recevait le roi Abdallah II de Jordanie à la Maison-Blanche, il en a profité pour exprimer de nouveau son plan d'action pour Gaza, qui prévoit de vider la ville de ses habitants et de la réaménager en zone touristique. Il a également réitéré les suggestions selon lesquelles les États-Unis pourraient prendre le contrôle de Gaza. Nous n'achèterons pas ce contrôle, nous allons l'avoir et nous allons le garder. Et nous allons nous assurer qu'il y aura la paix, qu'il n'y aura pas de problème et que personne ne le remettra en question. Et nous allons le gérer très correctement. Et finalement, nous aurons un développement économique à très grande échelle, peut-être la plus grande échelle sur ce site. Nous y construirons beaucoup de choses intéressantes, notamment des hôtels, des immeubles de bureaux, des logements et d'autres choses. Et nous ferons de ce site ce qu'il devrait être.
La Jordanie abrite plus de 2 millions de Palestiniens et comme d'autres États arabes, elle a catégoriquement rejeté le plan de M. Trump visant à déplacer les civils de Gaza. Je pense que nous devons garder à l'esprit qu'il existe un plan de l'Égypte et des pays arabes. Nous sommes invités par Mohamed bin Salman à avoir des discussions à Riyad. Je pense que la question est de savoir comment faire en sorte que cela fonctionne d'une manière qui soit bénéfique pour tout le monde. Il est évident que nous devons prendre en compte les intérêts des États-Unis et des peuples de la région, en particulier ceux de mon peuple, la Jordanie. Nous allons avoir des discussions intéressantes aujourd'hui. Je pense que l'une des choses que nous pouvons faire tout de suite est d'emmener 2000 enfants cancéreux ou très malades en Jordanie le plus rapidement possible et d'attendre ensuite, je pense, que les Égyptiens présentent ce plan sur la façon dont nous pouvons travailler avec le président pour relever les défis de Gaza. La visite du roi intervient à un moment périlleux pour le cessez-le-feu en cours à Gaza. Le Hamas accuse Israël de violer la trêve et a déclaré qu'il suspendait les futures libérations d'otages capturés lors de l'attaque du 7 octobre 2023.